Et bonjour à tous et bienvenue sur Sens Créatif et le 3e épisode des Petites Clauderies en compagnie de notre cher ami Claude et Laurent Bazar, toujours au poste. Comment ça va les gars? Et je laisse Claude répondre en premier. Bah super, ça va super bien. Et bah ça va super bien aussi. Voilà. Ah bah c'est super. Bon, et dites les gars, on va quand même pas commencer cet épisode sans faire une petite annonce pour un certain événement et que je laisserai Claude faire. L'événement de Patate Club là, du Oui. Hardboot Patate. Oui, voilà. C'est toujours nous qui le oui. faisons, donc vas-y Claude, fais-nous la petite promo là. Ah. Alors attends, je me rappelle même plus de la date. C'est le 4 décembre, c'est ça? 3, le 3. Le 3 décembre au Galia Bar à Pantin, c'est ça? Oui. Super soirée à l'occasion de la sortie du Hardbook Patate. Donc il y aura un concert et il y aura une raquette géante, il me semble. Oui. Et voilà quoi. Donc tout le monde est invité. Il y aura aussi une sorte de petit marché des créatifs. Oui. Je crois que je sais pas s'il reste des places d'ailleurs. Si, il reste des places. Ah oui, enfin il y a pas de. Ah, pour le marché. Ouais, pour ceux qui veulent participer. Oui, normalement, plusieurs personnes m'ont déjà répondu qu'ils voulaient participer. Il y aura de la place pour tout le monde, ça devrait le faire. Ouais. Et de la raclette pour tous. Et la Une raclette. raclette géante. De la bière, la Galia, qui est excellente. Voilà Consommée quoi. avec Un concert de rock un peu. De punk rock. Ouais, voilà, c'est ça. Voilà, donc ça va être super. Oui. Dédicace aussi, dédicace Ah, évidemment. Du livre. du bouquin. Ouais. Voilà, j'ai pas encore reçu moi, hein, donc Oui. certains l'ont reçu. Il paraît qu'il est chouette. Ah, c'est vrai, certains l'ont déjà reçu? Bah je sais pas, non, j'ai vu ça passer sur les réseaux, non? Non, il est sorti des presses, mais Ouais. a priori, il a pas encore été envoyé. Ah, Enfin, d'accord. je suis pas sûr, mais normalement, vous devriez le recevoir dans les semaines. D'accord. En ce moment, faut voir avec les éditions exemplaires. Non, j'avoue que ces derniers temps, j'ai pas eu pas mal de boulot, donc j'ai regardé vite fait les réseaux comme ça, mais j'ai vu passer des posts, mais sans trop m'attarder dessus. Donc j'ai bah cru oui. que certains l'avaient reçu. Bah, on fait un petit peu de promo pour que les gens viennent le 3 décembre faire la teuf et découvrir le bouquin. Donc, Ouais. merci Bon. Claude. Merci Ouais. d'avoir fait la petite promo à notre place. Au pied levé. Voilà. Bon, on parle de quoi aujourd'hui dans les petites Clauderies, les amis? Alors on va parler des 7 péchés capitaux de l'illustrateur. Ouh. Voilà. Voilà, donc ça le titre est un peu attractif, mais en fait il s'agit pas vraiment des péchés, Ça mais clique. des sentiments, des sentiments que. Alors ça part d'un article que j'ai écrit qui s'appelle comme ça, hein, les 7 péchés capitaux. C'est plutôt les sentiments auxquels globalement j'ai été confronté dans le cadre de mon exercice d'illustrateur. Voilà. Donc des Qu'est-ce qui t'a sentiments amené à plutôt écrire négatifs. Qu'est-ce qui t'a amené à écrire cet article à un moment donné? C'était tellement viscéral que tu t'es dit il faut que je le mette sur le papier? Oui, alors c'est des trucs auxquels j'ai confronté régulièrement et qui sont désagréables. Et je m'étais dit ça serait bien de faire la liste, parce qu'une fois que tu as la liste, en gros, tu peux y travailler point par point pour essayer que ça soit moins désagréable. Parce que les côtés agréables, il y en a plein. Mais cela, c'est pas très intéressant parce qu'on les connaît tous. Oui. Les côtés désagréables, par contre, comme ça revient régulièrement, c'est un peu pénible. Et puis c'est aussi de se dire que c'est normal, quoi. Peut pas y avoir d'exercice ou de profession sans côté désagréable, sans côté négatif. Et puis voilà, quand on y travaille. C'est et la ça, grande question. Est-ce qu'on peut créer sans difficulté? Voilà. Alors, je pense que oui, mais est-ce que la valeur est relative à l'emmerdement qu'on a eu? Moi, je trouve que c'est ça la bonne question en fait, et je trouve ça hyper intéressant. Et c'est vrai, quand on a toutes les facilités du monde à créer quelque chose, est-ce que ça a la même substance que quand on a essuyé des difficultés pour le mener à bien, qu'on a été chercher, peut-être qu'on a creusé un peu plus loin. Voilà, tout ça c'est des questions. Alors il y a pas de réponse toute faite, hein, mais c'est des super questions à se poser, je trouve aussi. Ouais. Alors après, moi quand j'ai fait cette liste-là, c'est une liste des sentiments auxquels moi j'ai été confronté, mais j'imagine que certains auront d'autres
d'autres difficultés. Enfin, on peut peut-être faire la liste comme ça. On part à dit tout de partir- suite de quoi on parle. Oui, Voilà. on part à partir de toi. Hein. C'est basé sur tes Ouais. articles et ton expérience, Claude. Et puis après, Ouais. Alors en beaucoup de gens gros, la peuvent s'y liste retrouver. des sept, en fait, il y en a 8, mais 7, je trouve que ça faisait bien, ça faisait une Ah bah résonance, voilà. Donc il y en a 8. Donc la solitude, le doute, l'envie, l'orgueil, l'impatience, la vulnérabilité, la tentation et la peur. Voilà. En gros, c'est un peu les huit aspects négatifs. Enfin, c'est pas des aspects négatifs, mais les 8 aspects de les trucs auxquels on est confronté qui sont désagréables. En tout cas pour moi. Après, peut-être qu'il y a des gens qui vont avoir la procrastination ou je sais pas quoi. Enfin, d'autres je pense trucs. qu'on peut tout faire rentrer à un moment dans une des 8 cases, parce que c'est utile de faire des petites cases pour pouvoir en débattre, en discuter après. Ouais. Ce que je trouve très intéressant, c'est que moi, quand j'ai vu ta liste, je me suis dit direct, en fait, il y a un revers à la médaille à chaque fois. Et donc je vais encore jouer le rôle l'avocat du diable. de l'emmerdeur, mais c'est hyper intéressant. Et j'ai hâte Ah non, mais de toute j'ai hâte façon, qu'on démarre. oui, bien sûr. Bah surtout que certains, effectivement, il y a des côtés comme si tu prends la solitude. Il y a plusieurs façons de l'aborder. Il y a une façon positive, une façon négative. Mais voilà, après on peut en discuter point par point si vous On va voulez. faire un podcast de 2 heures, là, je le sens. Ah, Si Laurent va venir nous emmerder à chaque point pour tout le temps amener le Il y contre-pied, a de ça va fortes être chances. infinissable. bah, je sais pas, quand t'as vu la liste, Jérémy, t'en as pensé quoi? Moi, je me suis dit, j'ai trop hâte d'en parler. Let's go. Donc, commençons. Alors, par le premier point qui fâche. Vas-y, Claude. Quoi? Attends, alors, la par solitude. La solitude, vas-y. La solitude. Alors la solitude pour moi c'est un truc qui est assez bizarre parce que c'est un truc j'adore ça d'être seul, j'adore ça et je me suis rendu compte avec le temps que bah si t'es trop tout le temps tout seul, bah t'as de plus en plus de mal à aller vers les autres et c'est une sorte de cercle vicieux, c'est-à-dire plus t'es seul, plus tu te sens bien seul, moins t'as envie d'aller vers les autres et le problème c'est qu'au bout d'un moment c'est problématique parce que t'as pas peur d'aller voir les autres, mais ça te pèse quand même. Tu t'en rends pas compte, c'est assez insidieux. C'est que tu t'es pas bien, t'as pas envie de faire des trucs et tout, mais en fait c'est parce que la solitude elle te pèse et on s'en rend pas forcément compte. Il y a des gens pour qui la solitude pèse tout de suite et là ils ont besoin de voir des gens. Il y a des gens qui peuvent pas être seuls. Donc ça, c'est une histoire pour de eux, c'est nature. clair. Et il y a des gens pour qui la solitude, c'est comme pour moi un truc assez agréable. Tu vois, j'adore aller voir des expos tout seul, j'adore travailler tout seul. Et par contre, le revers du truc, c'est que s'installe un truc pas du tout agréable qui va finir par te peser sans que tu t'en rendes compte. C'est Voilà. quoi ton plus grand moment de solitude, Claude? Alors, Confession intime. tu parles dans le travail. Ah bah, fais comme tu veux. C'est Ouais, la là, je parle question dans le est ouverte. travail. Hein. On va pas rentrer dans les On détails. est là pour ça, vas-y. Ouais. Non. Alors il y a plusieurs niveaux, je trouve, de solitude. Il y a la solitude dans le travail au quotidien. Donc ça me pose pas de problème. Donc là où on peut s'enfermer, comme je disais. Et il y a les plus grands moments de solitude, c'est quand tu as une décision à prendre. Moi, ça m'est arrivé 2-3 fois dans ma carrière. Et là, vraiment, je trouve que c'est difficile parce que c'est une solitude à laquelle tu ne peux pas échapper. C'est-à-dire, moi, il y a un moment, j'en ai déjà parlé, mais il a fallu que je me décide, est-ce que j'arrête la bande dessinée ou pas? Voilà. Ouais. Et ça, c'était un véritable moment de solitude parce que j'avais beau en parler aux gens que j'aime, à mes amis, mais personne ne peut te donner la réponse, quoi. Tu connaissais du monde dans le milieu de la BD à ce moment-là? Ah bah oui, je connaissais plein de Eh bah monde. voilà, Moi, donc t'étais entouré de gens qui pouvaient pas répondre à ta question, en fait. Ah, exactement. Moi, je faisais des festivals tous les week-ends, mais tous mes potes, des potes créatifs, c'était des potes de la bande dessinée. Je n'avais, en tout cas dans mon milieu professionnel, c'était 100% de gens de la bande dessinée. Donc quand je leur parlais de ça, ils comprenaient pas, quoi. Ouais, parce que eux, ils sont dédiés, donc Ouais. ils peuvent pas se mettre à ta place. Ouais. Et quand on parle un peu trop et que une fois que j'ai eu pris ma décision, c'était quasiment une dépression, quoi. Enfin, pendant 6 mois,
je n'acceptais pas d'avoir pris cette décision. Et c'est avec le temps que tu fais ton chemin et te disais en fait c'était une étape. Mais là, pour le coup, c'est le moment où la solitude est la plus difficile à supporter. Mais c'est dans le métier, mais c'est aussi dans la vie de tous les jours. Quand t'as une décision à prendre importante, t'es tout seul en fait. Même si tu peux en parler, moi j'en parlais à tout le monde, je faisais chier tout le monde avec ça, mais t'es tout seul quand même quoi, parce que la décision te revient à toi, elle est à personne d'autre. Voilà. Ouais. Donc, je sais pas, pour toi Laurent, qu'est-ce que t'en penses Ah mais j'allais dire un truc horrible là, juste à l'instant. Oui. En fait, on est un petit peu tout seul et on meurt un peu tout seul dans la vie. Et c'est quelque chose la solitude, c'est quelque chose d'extrêmement naturel. Et les liens après qu'on tisse avec les autres, déjà avec ses parents, sa famille, ses proches, après ses amis, et puis après dans les milieux qu'on peut fréquenter, tout ça fait partie de l'apprentissage. C'est pas totalement inné, même si le lien à la maman est déjà préparé finalement dans les 9 premiers mois si tout se passe bien. Donc le reste est un éternel apprentissage et quand on quitte cette vie, on part tout seul quoi. Il y a personne qui nous accompagne. Merci Laurent, c'est non mais c'est important de dire. Non mais c'est juste pour dire, c'est pour relativiser, c'est-à-dire que les moments de solitude sont finalement des moments où on est face à nous-mêmes. Ouais. Et justement, quand tu parlais de prendre des choix qui sont extrêmement importants, et ben je pense que quand on conscientise tout ça, ça fait moins peur parce que quelque part c'est super normal d'être confronté à soi-même pour prendre des grandes décisions. C'est toujours vachement bien d'avoir quelqu'un qui peut nous écouter, nous épauler, et c'est à ça d'ailleurs que servent les communautés comme celle du Patate Club notamment. Mais quelque part, voilà, il y a un moment le choix qu'on va devoir faire, il y a que nous-mêmes qui pouvons le prendre, quoi. Ouais, c'est vrai, ouais. Sinon sur la solitude, moi j'ai fait une expérience il y a 2 ans. Je me suis dit bah tiens, pour lutter contre ce phénomène de solitude quotidien dans le travail et tout ça, j'ai eu l'occasion d'intégrer un coworking, un atelier partagé à Montreuil, là pas loin de chez moi. Et en fait j'ai pas du tout apprécié. Je suis resté 2 mois et j'ai pas du tout apprécié en fait. C'est pas fait pour tout le monde, hein. Non. Alors, faut préciser quand même, Claude, parce que on peut ne pas apprécier parce que les autres personnes ne sont pas appréciables. Mais toi, dans ton cas, c'est plus ton ressenti par rapport au fait d'être finalement extrait de ton cocon habituel. Est-ce que c'est plutôt ça, voilà? Ouais, je pense que c'était plus une histoire de cocon. T'as raison. C'est-à-dire, je suis sorti de mon cocon où j'étais bien dans ma créativité, dans mon organisation et tout ça, et en fait d'avoir comme ça des gens autour de moi, j'ai l'impression d'être obligé de jouer un rôle, tu vois, c'est con, hein. Mais pourquoi t'as pris cette décision du coup, si t'étais non, bien je voulais essayer. Pourquoi tu voulais juste essayer? Ouais, je voulais essayer pour puis pas rester con justement. Ouais, sortir de mon cocon, voilà. Et puis finalement la bonne recette pour moi, en tout cas pour moi, hein, c'est de travailler tout seul avec une solitude choisie, oui. Et puis d'organiser des moments de partage, alors des déjeuners avec des copains, des soirées, des expos avec des amis, enfin, et là pour le coup c'est le bon équilibre pour moi, c'est-à-dire quand je suis dans mon métier, j'ai besoin d'être seul, et puis quand ça pèse un peu, ou avant que ça pèse, j'organise au moins une fois par semaine, je vais bouffer avec un copain ou des copains. Moi, j'ai vécu ça avec le podcast. Le podcast qui a plus ou moins coïncidé avec la première année de mon premier enfant. Donc, du coup, illustrateur, c'est déjà un métier assez solitaire. Et je pense que beaucoup de gens qui choisissent ce type de métier sont des solitaires. Et on aime être dans notre petite caverne et tout, faire comme on veut. Et donc, déjà, ce métier-là, il est solitaire. Ensuite, tu rajoutes un bébé. Donc, du coup, j'étais encore plus dans ma petite caverne. Et là, le podcast, au tout début, me permettait du coup de sortir, comme toi, faire des bouffes, rencontrer des gens, avoir des discussions intéressantes, et donc du coup de briser cette solitude et
c'est important, comme tu dis, de trouver sa petite popote. Le coworking, c'est pas fait pour tout le monde. La solitude, c'est pas fait pour tout le monde, ou c'est fait pour certains types de personnes. Mais c'est bien de trouver comment on peut se ressourcer au milieu de cette solitude qui peut être vraiment hyper productive, en fait. Oui, bien sûr. Et puis moi, la solitude, c'est des grands moments où ça me permet de trouver mes idées, de cogiter sur plein de trucs. C'est hyper important pour moi. Donc j'ai une solitude nécessaire aussi. C'est clair. C'est inné partage complètement au métier. Excuse-moi, vas-y, Charles. Non, enfin, je voulais juste dire, c'est inné au métier d'illustrateur. Et je sais plus où je voulais aller. Pardon. Mince, je t'ai coupé dans ton élan. Ouais, vas-y. Non, je voulais juste dire, je comprenais complètement tes choix, Claude, puisque je suis moi-même un ours également, et j'aime vraiment beaucoup ma grotte, ma caverne. Mais en fait, c'est quelque chose, c'est une stratégie qui a très très bien fonctionné parce que j'avais un très bon lien à l'extérieur qui s'appelle mon agent artistique et donc le travail venait un petit peu tout seul et j'avais pas besoin d'aller vers les autres pour démarcher, pour aller donc ça a été comme ça pendant une bonne période de ma carrière et ben au bout d'un moment malheureusement même le travail de l'agent ne suffisait pas pour que les commandes viennent et là je me suis retrouvé dans une solitude on va dire professionnelle, avec plus aucun boulot, plus de revenus, etc. Et c'est vraiment le fait de m'être mis un coup de pied au cul. Et je remercie encore Jérémy parce qu'on a partagé le moment de galère ensemble. Donc j'ai mis le coup de pied au cul. C'est-à-dire, je suis sorti, je suis allé voir des conférences sur la créativité. Ensuite, Jérémy m'a invité aussi à rejoindre le coworking où il était à l'époque, à Fontaine-aux-Livres. Et j'ai un grand sens de l'adaptation. Donc c'est vraiment une chance chez moi, c'est que je suis capable, même si c'est pas mon environnement, même si c'est pas mes facultés que j'ai appris, à me mettre en fait dans une situation complètement différente. Et donc comme toi, en fait, j'ai fait le test et j'ai tenu pas mal de temps en coworking. C'était super cool. Et alors j'ai pas ressenti alors je comprends ce que tu dis quand tu as l'impression de jouer un rôle, quand tu te retrouves finalement au milieu d'autres personnes qui travaillent avec toi et que t'as jamais eu l'habitude. Donc ça je le comprends, mais je l'ai pas ressenti en fait. Je me suis senti plutôt bien et j'ai trouvé ça génial d'avoir pour le coup, j'ai une autre expérience, c'est que moi j'ai trouvé qu'il y avait un tunnel de travail quand on est dans un coworking qui est hallucinant. C'est-à-dire que tout le monde est là dans une énergie de travail. Alors évidemment, un coworking où ça fait la foire, où ça fait n'importe quoi, c'est pas un bon environnement de travail. Mais un environnement où tout le monde bosse en même temps, ça crée une sorte de tunnel et on arrive à faire des journées de fou. Moi, j'avais pas l'habitude de ça parce que moi mes journées elles sont sans limite quand je suis chez moi. Mais dans un coworking, je suis obligé de gérer de telle heure à telle heure, il faut taffer, il faut faire quelque chose. Et ça génère une énergie qui est assez formidable. Et je trouvais fabuleux justement qu'à un moment, tout le monde sort de ces petits cocons individuels qui sont pourtant les uns à côté des autres, et on se retrouve, on va partager un repas, on échange sur plein de choses, et hop, on repart au travail. Et puis voilà, puis là, après il y a la fin de journée. Et je trouvais ce rythme m'a fait énormément de bien, et c'est le rythme qui m'a remis vraiment sur les rails et quelque part qui m'a redonné envie d'aller au contact, d'aller revoir des gens, d'aller revoir des vernissages, des expos, des choses que je faisais absolument plus du tout parce que j'étais dans mon confort de soliste complet et j'adore ça. J'y suis retourné aujourd'hui pour des tas de raisons, mais une chose est sûre, c'est que cette expérience de la non solitude m'a énormément servi et que si je me retrouve dans cette situation où finalement je suis dans une espèce d'impasse dans ma propre grotte, je sais que je pourrais à nouveau faire ce petit process d'aller retourner vers les autres parce que je l'ai déjà expérimenté et que ça m'avait fait du bien. Voilà. Mmh. Moi, je pense que dans la solitude, ce qui me pèse le plus, c'est la désorganisation, justement. D'être chez moi, mais c'est tellement, tu sais, tu penses à faire la lessive, à ranger, t'es beaucoup moins discipliné, justement. Ouais. Et peut-être que la solitude marche bien, peut-être pour des personnes plus disciplinées. Je sais que t'es quelqu'un de très discipliné. C'est ce que j'allais dire. Claude. Bon, l'idéal, c'est d'avoir un atelier ou un bureau quand même, chez soi. Voilà, regarde Jérémy et moi. On bosse dans notre salon, bureau, quoi. c'est notre salon, c'est naze. Oui, alors après, moi, chez moi, cas, j'ai une pièce dédiée, voilà. C'est mon Prochaine bureau. étape.
On vient Donc, tous travailler chez toi, ça Claude. aide. Ça aide. Comment? On vient tous On travailler fait un chez toi. coworking chez toi. Ouais. Voilà, on va venir t'emmerder. Bon, il y a 9 mètres carrés, donc on va être un peu serré, mais Ouais, bon. t'inquiète, Ah, on ouais. prend pas beaucoup de place, surtout Voilà. si tu nous en fais. Bon. Voilà, on peut passer au doute peut-être. La Allez, solitude, le c'est fait, doute. check. Le doute. Alors le doute. Alors là, le doute, on Grand peut classique, passer une grand journée classique. là-dessus, mais c'est inhérent. À mon avis, ça c'est le truc inhérent à tout métier créatif, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment ou un autre, t'es confronté au doute de ce que tu fais. Enfin, à mon avis, c'est pas possible de faire de la création dans n'importe quel domaine sans être impacté par le doute à un moment ou un autre. Mais c'est hyper un simple de moteur, douter. quoi. Ouais, c'est ça. C'est Ouais. hyper C'est simple pas un de douter. péché. Voilà, c'est Il y a- pas un péché, c'est ça. En fait, Non, c'est non, pas il péché, il a redit, hein, c'est des Ouh. sentiments. Mais mais j'ai même envie de dire que il y a l'art du doute aussi, hein, ça s'appelle la zététique, notamment. Et On pense c'est ce le qu'on fait, pense. voilà, c'est le fait aussi, c'est important de se poser des questions, en fait, tout simplement, même si on n'a pas les réponses. Qu'est-ce que tu en penses, Claude? Oui, c'est bien sûr. De toute façon, il faut se poser des questions et se poser les questions. Il y a un moment où quand tu t'en poses trop, ça devient Ouais, tout c'est d'un coup un sclérosant. frein. Ouais. Ça devient un frein et là t'es paralysé. Tu peux aller au fait d'être paralysé complètement, tu vois. Oui, oui. Et ça c'est terrible et moi ça m'arrive, on va dire Stop thinking, start making. une fois dans l'année à peu près. Alors maintenant j'ai compris. Quand ça arrive, il y a qu'une chose à faire, c'est de tout arrêter et Ouais. et d'aller prendre l'air et de penser à autre chose, chose quoi. Et ça c'est le seul moyen pour moi. Pour moi, ça doit passer par le corps. Tu vois, ce que tu dis, ça passe par le corps. Faire une pause, aller se balader, ça passe par le corps. Et après, agir, tu sais, arrêter d'être dans sa tête et être trop mental et simplement prendre ses mains et faire. Et c'est en faisant que ça vient. C'est sûr que quand on passe son temps à douter, en anglais, on dit second guessing, tu sais, genre tout le temps. Mais c'est horrible, c'est sclérosant. Ah bah ça génère une c'est- inertie terrible. Voilà. C'est terrible à vivre parce que ça te paralyse et puis t'avances plus et tu sais plus dans quel sens aller, etc. Ouais. Et Ouais. en fait, il faut juste se dire quand ça t'arrive, tu sais que t'as pas le choix parce que ça arrive et que suite à ça, moi, ça a toujours été un moyen d'évoluer. Mhm. Ça a toujours été moteur au final. Donc il faut juste se dire, ok, c'est désagréable, ça va passer, et quand ça va passer, je vais monter une marche. C'est ça que ça me fait à chaque fois. C'est-à-dire, tu doutes parce que tu te poses des questions sur ton style graphique, sur je sais pas quoi, ta stratégie commerciale, j'en sais rien, et tu sais que quand tu vas sortir de là, bah tu vas monter une marche parce que t'auras trouvé des astuces ou t'auras trouvé un nouveau truc et ça va te permettre d'évoluer. Donc Ouais. c'est désagréable, mais ça permet d'évoluer. Mhm. Je sais pas qu'est-ce que t'en penses, Laurent. Ah bah moi je trouve que ça fait partie complètement de la stratégie du créatif. Ça à avoir absolument dans la boîte à outils. C'est Épouser encore une le fois. doute. Ouais, c'est ça. En fait, il faut l'embrasser et c'est-à-dire tiens, je doute. OK. Moment désagréable. Et ben c'est super et c'est comme tu dis, bah c'est le moment, le doute d'aller faire quelque chose qu'on n'a peut-être pas l'habitude de faire juste pour se déconnecter. Bah là par exemple, moi en ce moment, je travaille sur un projet musical et tous les jours j'ai des nouvelles idées qui viennent parce que je suis en train d'apprendre en même temps un nouveau logiciel qui va énormément me servir. Et d'un autre côté, j'ai les idées qui affluent. Ça crée une espèce de conflit à chaque fois parce que waouh super, j'ai l'idée avec le logiciel, je peux faire telle chose, bang bang bang. Et puis ça génère une nouvelle idée. J'en peux plus. Et à côté de ça, par exemple, le mercredi, c'est la journée des enfants et je dois emmener Joachim à tous ses cours. Il y a cours de solfège, il y a un cours de sound painting. Je vous expliquerai peut-être un jour ce que c'est. Après, il a le foot le soir, il est à la crèche, etc. Et en fait, j'ai très très peu de plages entre pour bosser. Donc soit par miracle, bah je sais pas, le flow il arrive, je peux le faire. Et si ça vient pas, il y a le doute qui s'installe. Et ben ce que j'ai fait ce mercredi par exemple, le truc vraiment tout con, et ben plutôt que de rentrer chez moi parce que je savais que le doute il allait arriver, je le sentais venir le truc. Ben je suis allé me balader dans le bois de Vincennes juste à côté et puis voilà, puis j'ai laissé
j'ai laissé l'esprit vagabonder, tu vois, c'est un peu retour à la nature, hein, c'est pas grand chose, mais t'as 2-3 arbres autour de toi, tu te sens déjà mieux. Et finalement, quand je suis rentré, le doute, il s'était évaporé. Et parce que c'est quelque chose que j'ai déjà travaillé vraiment souvent, et je sais que ça marche très bien de vraiment simplement sortir, s'aérer l'esprit, faire une petite balade, on revient, on voit pas les choses de la même manière, et ça fait fuir, ça chasse le doute un petit peu, on va dire. Ouais. Et une autre technique aussi, c'est de reprendre des vieux boulots que t'as fait il y a 2-3 ans, et te dire ah ouais, pour ce boulot-là, j'étais en plein doute, et de le regarder aujourd'hui et te dire ouais, en fait c'était pas si mal, ouais. Je vois pas, tu comprends pas pourquoi t'as douté tellement sur ce projet. Et une histoire de regard. Hein. Voilà, c'est un moyen de se dire bah ouais, le doute c'est assez, c'est pas concret quoi, c'est pas subjectif. En fait, non, c'est pas objectif, je veux dire, c'est subjectif. C'est totalement subjectif le doute. Tu doutes parce que juste t'es fatigué quoi, tu vois. C'est pas par rapport à... J'ai presque envie de dire que le doute, faut le prendre au sérieux, mais pas trop au sérieux. C'est-à-dire, tu le prends au sérieux parce qu'il te donne une information, peut-être que tu as besoin de t'aérer l'esprit, peut-être que ce serait bien un petit peu de changer ton angle, de peut-être que... mais si tu le prends trop au sérieux, là, il devient sclérosant. Et donc, c'est une question un petit peu d'équilibre comme ça. Ne pas le cacher sous le tapis parce que ça peut être vecteur d'évolution, comme tu disais, Claude. Et en même temps, ne pas le laisser prendre le volant parce que sinon, en fait, tu fais plus rien. Ouais. Et puis, il y a aussi un truc qu'on peut faire avec le doute, c'est repérer les déclencheurs. Tu vois? Moi, je sais que, par exemple, quand je suis fatigué, je vais être vachement sujet au doute. Et un autre truc aussi, c'est la remarque du client ou tu vois le truc là où t'as des faiblesses, on va dire graphiques, tu connais un peu tes faiblesses. Le mec il va dire ah ouais mais là je sais pas quoi, les couleurs ou le trait, et hop ça va tout de suite te faire basculer dans le doute parce que tu sais que c'est le sujet sur lequel t'es sensible. Donc là, il faut repérer. Et quand tu as repéré ça, tu te dis ah là non là, je sais que ça va déclencher du doute. Donc tu te prépares quelque part. C'est pas mal de repérer les déclencheurs. Ce qui est super intéressant, c'est que tous les points qu'on va voir avec toi, Claude, aujourd'hui, ils sont tous liés les uns aux autres. Et justement, le doute, quand on rajoute la solitude dessus, ça devient très compliqué. Là, on est en train de créer une sorte de monstre. Ce qu'on a fait un moment avec Jérémy, ça correspond aussi aux stratégies qu'on a pu mettre en place pour se sortir des faux pas ou des moments justement de doute. Et ben, c'est d'avoir un référent, d'avoir un binôme, quelqu'un avec qui on peut échanger, se dire bah tiens, en ce moment je doute là-dessus. Qu'est-ce que t'en penses? Voilà. Et ces simples discussions là, donc c'est encore une idée aussi de sortir sa solitude pour aller vers les autres et ne pas hésiter à exposer ses problèmes. Bah ça fait du bien parce que ça relativise aussi. Et puis quelque part, bah on désacralise la problématique, on désacralise le doute, et des fois on chope des bonnes idées aussi au passage. Ouais. Non, c'est vrai. Hein. C'est là où tu vois les collègues et tout, ça peut être un vrai atout quoi. Moi, ça m'arrive des gens en qui j'ai confiance quand j'hésite entre deux illustrations. Donc ça, c'est très concret, tu vois. Quand j'hésite entre deux trucs, j'arrive pas à choisir et tout, je le balance à une copine illustratrice et je dis ah, tu préfères laquelle et pourquoi, et hop, tu te dis bon ok, je lui fais confiance. Je prends l'autre. Voilà. Je sais qu'elle a aucun goût, je prends l'autre, c'est sûr. Voilà, c'est ça. Je sais qu'elle m'en veut depuis toujours, donc voilà. Donc le doute inhérent à notre profession et tous les métiers créatifs. Ouais. C'est clair. Bon, next one. Voilà. Alors, next one, l'envie. Alors là, l'envie, c'est pareil. C'est un sentiment... Bah d'ailleurs, je crois que l'envie, il est dans les 7 péchés, les vrais péchés capitaux. Oui. Ouais. Oui, probablement, oui. Ouais. Alors, j'ai lu un bouquin sur l'envie, c'était vachement intéressant. C'est... il peut pas y avoir de vie la jalousie, humaine sans envie. C'est essentiel à la survie de l'espèce. C'est le désir, en fait, au final. C'est la pulsion de vie, dans tous les sens du terme. C'est ça, ouais. Mais alors après, t'as l'envie, c'est toujours pareil, hein, suivant le degré que tu ressens, ça peut être sclérosant, ou alors tu peux t'en servir comme un levier pour te dire ah ouais, moi j'aimerais bien atteindre ce niveau que tu vois passer chez un illustrateur ou
ou quelqu'un que C'est t'aimes pas un bien. péché. C'est pas un péché, c'est un moteur. Non. Ouais, mais il y a quand même un sentiment. C'est un sentiment un peu à cheval entre le côté désagréable et pas bien, tu vois, moralement. Tu veux dire Et la jalousie? Ouais, ça se rapproche de la jalousie. Donc tu vois, quelque part, quand tu ressens de l'envie, c'est pas un sentiment de fierté, quoi. Tu vois. Oui, je vois ce que tu veux dire. Non, et puis alors il y a un truc aussi avec l'envie qui est important à dire, c'est que l'envie c'est une projection sur les autres. C'est-à-dire que c'est pas du tout un travail interne. C'est vraiment là on est complètement happé par l'extérieur. On regarde ce qui marche chez les autres. Ouais. On a envie d'être comme eux. On a envie d'avoir ce qu'ils ont. On a envie de vivre leurs expériences. Et en fait on s'oublie complètement et on fait pas le travail qu'il y a à faire sur nous-mêmes. Et c'est pour ça que l'envie est si c'est un levier, c'est cool, mais à un moment, ça peut devenir vraiment quelque chose qui nous éloigne de nos propres besoins. Et c'est pour ça que en ce moment, je fais une grosse campagne là-dessus. Hein. Si vous m'avez déjà entendu parler de ça, vous allez dire que je radote, mais bon, tant pis. Pour moi, faut distinguer l'envie du besoin. C'est hyper important. Parce que le besoin, c'est la chose. Ouais, je suis pas. Non, mais le besoin, c'est la chose innée. Et c'est important parce que c'est mnémotechnique. Quand vous avez, besoin, c'est bien. Quand vous faites ce travail-là intellectuel, bah après, ça va vous servir pour tout le reste. Le besoin, c'est les choses essentielles qui a une flamme en vous, et vous savez que quoi qu'il arrive, vous allez aller vers ce besoin-là parce que c'est inévitable. Une envie, elle va passer. Une envie, elle va être relative. Ouais. Il va y avoir des choses qui vont faire que l'envie, elle n'aura plus la même saveur qu'au départ. Et puis peut-être parce que vous allez aussi vous rendre compte que l'envie, c'était pas ce que vous pensiez, etc. Donc voilà. Donc quand on fait ce distinguo-là, je pense que c'est une très très bonne technique pour justement lutter contre l'effet d'envie. Moi, j'ai presque l'impression que ce qui va se passer avec ces 7, entre guillemets, péchés capitaux 8 dont tu parles, Claude, c'est que comme dit avant, si ça peut devenir des sortes de monstres qui nous bouffent, mais avec une certaine mesure, ça peut être des moteurs incroyables. Tu vois, par exemple, prenons la colère. Je sais qu'elle est pas dans ta liste, mais la colère, moi, je sais que j'ai une vraie colère en moi. Et en fait, cette colère, si elle s'exprime, elle peut s'exprimer d'une manière destructrice, donc c'est pas bon. Mais par contre, la colère de vouloir que les choses sont pas comme j'aimerais qu'elles le soient, ou que c'est pas juste, ou que je veux changer les choses, ça peut me donner un moteur interne pour accomplir des choses. Et donc du coup, au lieu de déverser ma colère, prenons sur des personnes, je vais la transformer créativement et l'utiliser comme matériau pour accomplir des choses. Et donc si on fait le lien avec l'envie, si on l'utilise comme un moteur pour faire et créer, c'est formidable. Par contre, si on passe son temps constamment à se comparer, à regarder les autres, à se déprécier parce que lui ou elle, il a fait ça, c'est trop cool et moi, je ne suis qu'une sous-merde, c'est sûr que c'est pas sain, quoi. Mais donc, du coup, pour moi, c'est vraiment tenir toutes ces choses avec légèreté, quoi. Les tenir comme ça du bout des doigts, en avoir conscience et les prendre au sérieux, mais pas trop au sérieux. De nouveau, je radote. Et je vous repasse le micro. Non, mais l'envie fonctionne comme un nœud. C'est-à-dire que l'envie, elle peut t'emmener sur la jalousie, ou l'envie peut t'envoyer sur le besoin. Et tout à fait. ça à toi de choisir ton chemin, ou de repérer le panneau. Attention danger, attention c'est la bonne voie. Voilà. Ouais. En gros, c'est un peu ça. Ouais, mais ce qui est important de dire, c'est que, en tout cas, en ce qui me concerne, c'est que on n'y échappe pas et ça survient comme ça. N'importe quand. Ah oui, on est sollicité par les envies. Tu regardes ton Black Friday aujourd'hui. Instagram ou je sais pas quoi. Tu tombes sur un truc 40 000 likes. Bien sûr. Un truc que toi tu estimes être une daube graphique. Et là tu te dis non mais n'importe quoi. Enfin voilà. Et personne ne va l'avouer ça, mais je suis sûr que tout le monde l'a ressenti quoi. Oui. Moi je peux faire mieux. Ah je l'avoue moi. Sans problème. Si ça marche, pourquoi est-ce que moi ça pourrait pas marcher? Bah ouais, ou genre le truc, le mec il vient de faire une campagne. Tiens, je viens de voir une campagne pour McDo là, tu vois. Bon après on en pense ce qu'on en veut, mais je vois l'illustration, je me dis mais j'espère qu'il est pas dans la communauté des patates. Je sais pas qui c'est qui a fait ça, mais je me dis ah ouais d'accord, c'est une grosse bouse graphique quoi. Et je me dis bah ouais, enfin si le mec Merde, attends, je veux voir ce que c'est. Voilà. Non, je veux pas.
Non, après l'intelligence va revenir au galop et va me dire bon ok c'est bon, t'apprécies pas graphiquement, mais ça veut pas dire que c'est nul et que ça veut pas dire non plus c'est que subjectif. c'est pas adapté aux besoins du client quoi. C'est ça. Après faut avoir envie de travailler pour McDo, mais faut faire la différence aussi entre notre goût et notre esthétique. Eh oui c'est ça. Et les besoins d'un projet, et parfois bien on peut sûr, avoir l'impression que quelque chose qui n'est pas à notre goût, et donc du coup on se dit qu'en fait ce qu'on fait est meilleur, mais Exactement. en fait on n'est pas dans les baskets du client, en fait c'est le client qui on n'est pas dans les baskets, et puis je détiens pas la vérité graphique ni la vérité ils veulent pas sur des le petits beau. bonhommes contents, heureux, avec des oiseaux et des soleils, Voilà. Claude. Voilà, c'est ça. Voilà. Là, ce que je voulais dire, c'était que face à une image comme ça d'un coup qui survient, l'envie apparaît subitement comme ça, et puis voilà quoi. C'est pas grave, c'est juste que. Tiens, j'ai un énoncé de philo du bac pour toi, Claude. T'es prêt? Voilà. Est-ce qu'on peut avoir envie, alors écoute bien, est-ce qu'on peut avoir envie de bosser pour McDo si on a besoin d'argent? Vous avez 4 ans. Ouais. Ouh. Ah non, mais c'est un vrai sujet hein, dans nos métiers, je trouve. Bon, enfin bref, c'est un sentiment profondément humain, et on est. Et hop, Claude il esquive. Voilà. Mais il a raison d'esquiver parce qu'on n'a pas 4 heures. Et j'ajouterais que je pense que la fréquentation trop assidue des réseaux sociaux génère de l'envie. Et allez, il fait son réac, c'est parti, vas-y, les réseaux sociaux, ceci, cela. Ah, il y a des trucs bien. Allez, quarantenaire, là, c'est bon, là. Pour son grade. Non, je sais pas. Qu'en pensez-vous, vous? Non, mais cela dit, je te vanne, mais je suis pas envie de te on est complètement d'accord. Mais c'est même fait pour ça. Je veux dire, c'est designé, marketé pour donner envie. Les réseaux sociaux, sinon ça n'a aucun sens. Mais comme toute chose, c'est d'être en conscience, to be aware, comme dirait l'ami Jean-Claude. C'est genre, si tu fais quelque chose en conscience, après c'est difficile d'être en conscience avec des substances qui sont addictives, tu vois, comme les réseaux sociaux. On peut être, je pense que c'est difficile de se dire ouais, moi j'ai conscience du truc, alors qu'en fait t'es complètement dans la machine. Mais c'est un autre débat. Et d'ailleurs c'est le sujet de l'épisode 20 de Sens Créatif, enregistré en live à la Slow Gallery. Vous pouvez aller l'écouter. On parle des réseaux sociaux. Quel marketeur. T'as vu. Toujours faire des liens à ce qu'on fait. Toujours. Non, c'est en plus c'est une belle technique. Ouais. Alors, est-ce qu'on est bon sur l'envie? Est-ce que l'envie d'avoir envie, voilà, on a fait le tour de l'envie. Hein. On pourrait parler de chaque péché pendant 1 heure. Mais ouais. Bon. Allez, Laurent t'annonce le prochain, non? Tu l'as sous les yeux? Ouais, je l'ai sous les yeux. Ouais. C'est l'orgueil. Ouais. L'orgueil. Vilain. L'orgueil, c'est lié directement à l'ego. Hein. Donc, je pense que en tant qu'illustrateur ou créatif, on a tous un petit ego un peu fort. Voilà, on a envie d'être applaudi, je pense. On a envie que nos travaux soient vus. On est tous des génies incompris, plus ou moins, quoi. Mais c'est sûr, évidemment. Pourquoi les gens ne se rendent pas compte, bon sang? Voilà. Mais par contre, la réalité se charge de nous remettre à notre place régulièrement. Mandales dans la gueule. Mais c'est vrai, hein. En fait, on a besoin, je crois, l'orgueil, je sais pas, mais en tout cas, on en a déjà parlé, une forme d'ego pour se construire. Mais c'est de se laisser enseigner par la réalité, qui est genre, non, ta petite personne n'est pas aussi importante et ton talent pas aussi faramineux que tu le crois. Et ça veut pas dire que c'est de la merde, mais ça veut surtout dire d'avoir conscience d'être à sa juste place, qu'on n'a rien sans rien, et que t'as beau être peut-être très doué, il y a peut-être plein d'autres choses à mettre en branle pour que ça fonctionne, et voilà, se laisser enseigner par la réalité et faire les petits ajustements. Et la réalité, parfois, elle est dure. Hein. Elle est dure, mais ça nous rend plus souples aussi. Ça nous rend, comme disait Laurent, avec la capacité d'adaptabilité. Comme un arbre qui ne se brise pas, mais qui, au gré des vents, devient un peu plus souple. C'est la fable de La Fontaine, le roseau et le chêne. T'as vu. C'est ça. Oh là là. Ouais. C'est ça. Non, l'orgueil, c'est... Ouais, la réalité, on se prend des claques, hein. Hein. Tu crois que t'es... Je le vois, moi, c'est marrant, sur certaines publications, tu te dis, là, celle-là, elle va faire un carton. Ça va cartonner, c'est sûr.
Boop. Gros Et, flop. et là, 10 likes. Non, enfin bref, on croit tous que, enfin je sais pas, j'ai l'impression de. Alors c'est assez partagé parce que à la fois j'ai l'impression enfin en exagérant, hein, d'être un génie incompris, mais par un autre côté, j'ai l'impression que ouais, ce que je fais c'est pas terrible. Bah oui, parce Enfin, que je sais pas comment te dire, c'est assez c'est parce qu'il y a ambivalent comme un gap sentiment. énorme. C'est parce que ça s'appelle le gap. Ouais. C'est le gap où, c'est-à-dire tu vois la projection de ton idéal. Tu le vois dans le futur, ton idéal. Tu vois, tu dis voilà qui j'aimerais être. Le super Claude, tu vois, voilà. Tu le vois. Et t'as la réalité de là où t'en es, là maintenant. Et en fait, il y a tout un fossé à combler. Ouais, c'est un fossé de temps, un fossé d'expérience, un fossé de réussite, d'échec, etc. Et c'est normal de ressentir ce gap-là. C'est pour ça qu'on se sent à la fois comme une merde et à la fois comme un génie. Ouais, c'est et ça. En fait, en réalité, on est souvent. Ouais, par exemple, quand je livre un boulot ou quand je finis une illustration et que je me dis bon bah voilà, je suis allé au bout, on va dire que 90% de mes productions, je suis pas content quoi. J'estime que c'est moyen quoi. C'est ça, je trouve, d'avoir ce mécontentement, de nouveau pas exacerbé, mais un petit peu parce que ça te permet d'avancer, quoi. T'imagines, t'es tout le temps satisfait de toi, la vie est formidable, et oui. tu vois, c'est. Ouais, mais alors c'est ça qui est assez bizarre par rapport à l'orgueil, quoi. C'est d'un côté t'as l'impression de. Parce que l'orgueil, il va te rebooster derrière, tu vois. Tu vas, c'est par moment l'orgueil, il va te redonner le truc qui fait que ah ouais, mais en fait, c'est ça ce que j'avais envie d'accomplir, ce que j'avais envie de faire. Et évidemment, l'orgueil devient après peut être assez violent parce que il conduit aussi au dégoût de soi-même. C'est-à-dire quand on est vraiment trop orgueilleux, on devient insupportable, super critique, et on le ressent qu'on n'est pas cool. Oui, de toute façon ouais. Alors l'orgueil, tu le ressens aussi, c'est quand un client te fait une remarque, tu vois, ou ouais. Ah oui, quand il te dit la première des fois tu te dis non mais pour qui il se prend lui, ça fait 20 ans que je fais ça et il va pas me faire chier sur voilà. C'est le jour où je me suis pris une remarque tu vois sur c'était un peu con quoi, c'est sur la taille des cils, tu vois, j'ai fait des cils un peu épais d'un personnage et le mec il dit ouais trop épais les cils. Mais je me dis mais ah oui, c'est du chipotage quoi. Ouais, non mais tu vois, c'est chipotage, mais en plus le mec c'est un mec mais en fait c'est un magazine, je vais pas le citer, mais c'est un magazine, le mec qui vient d'arriver, ça fait 10 ans que je bosse avec la DA, le mec il arrive, il me dit trop épais les cils. Ah oui, l'orgueil existait, qu'il a dit ça, c'est existé, Claude, c'est genre pour qu'il serve à quelque chose. C'est ça. Voilà, il a besoin le pire c'est que et de faire pipi partout. Voilà. Le pire c'est que après coup, il est chiant, voilà. Une fois que l'orgueil était passé, je fais en fait il avait raison, c'était trop épais. Oui. Mais c'est vrai. En fait, c'est une bonne morale. Non, mais il y a une citation qui dit qu'il faut arrêter de prendre les clients pour des cons. Et je trouve que c'est très juste. C'est très juste. C'est que souvent, on est un peu précieux, on fait notre diva parce qu'on connaît notre métier. Oui, prétentieux. Et au final, une fois que tu décantes, tu te dis, ouais, non, il ou elle avait raison. Ben oui, là, des fois ils ont raison. Hein. Ils ont souvent raison en réalité, en fait. À la fin, tout ça n'est pas bien grave. Là, par exemple, alors pour le coup, je vais vous donner un cas vraiment concret. Je suis actuellement sur une probable commande qui est entre les mains de mon agent. On va en discuter cet après-midi. C'est un gros boulot. Je peux pas vous dire exactement le détail, mais en gros, je vais être amené à faire un travail de design graphique en fait. Sur des personnages, mais le travail a déjà été entamé auparavant par quelqu'un d'autre. Donc on va certainement me demander de rentrer dans les souliers de la personne pour créer de nouveaux personnages. Le truc c'est que forcément ça va toucher à mon style graphique, c'est-à-dire que moi si on m'appelle c'est pour faire ce que j'ai dans la tête et ça sort c'est du Laurent Bazar. C'est ça. Là on va forcément me demander de travailler sur quelque chose qui existe déjà, qui est déjà créé. Donc là, mon orgueil, il est complètement sollicité parce que ça va. Là, le point critique, c'est est-ce qu'on va accepter ou pas le boulot. Le boulot, il est en deux phases. Il y a une première phase de création graphique pure. On va me demander
mon savoir-faire en tant que pixel artiste. Et il y aura une deuxième phase qui sera beaucoup plus du travail un peu plus industriel. Heureusement, les deux phases sont séparées. Donc ça va me permettre aussi de choisir est-ce que je prends la phase 1 ou est-ce que je prends la phase 1 et 2. C'est un choix qu'on va devoir faire. Il y a de fortes chances que j'accepte la phase 1, que je rentre dans les souliers de la personne, parce que justement, je vais faire ce travail sur l'ego, je vais faire ce travail sur l'orgueil, en me disant, en fait, c'est pas grave si c'est pas totalement mon propre design graphique créé from scratch. Peut-être que ce que je vais apporter au boulot va m'apprendre des choses et ça va être super intéressant. En plus, évidemment, on n'acceptera pas si le prix n'est pas intéressant pour nous. Donc, il y a une histoire d'enjeu financier derrière. Et tous ces petits détails vont faire que ça va pouvoir me cadrer sur mon niveau d'orgueil, en fait. Je sais, j'ai pas encore pris la décision, mais quand l'épisode sera sorti, la décision sera prise, donc je peux peut-être le dire maintenant. Je pense qu'on va accepter avec mon agent la phase 1 et qu'on va dire non à la phase 2. Parce que la phase 2 est un travail qui est totalement technique et qui va me faire perdre du temps et qui sera pas forcément bien payé au jour, alors que la phase 1 va m'apprendre beaucoup de choses. Donc en fait, je peux faire cette concession sur ma propre fierté, tu vois, de créateur graphique, et je ne ferai pas de concession sur le fait que j'ai pas envie d'être un ouvrier en fait graphique derrière. Voilà. C'est aussi bête que ça. Mais j'aurais très bien pu tout refuser en me disant bah non, si vous prenez pas exactement ce que je fais, si on reprend pas tout from scratch, je participe pas. Mais ça, c'est une décision à prendre, et ma décision, elle est forcément derrière liée au gain monétaire qu'on va faire aussi dessus. Donc c'est important des fois de se dire, l'orgueil, il résout pas tout, quoi. Voilà. Ça revient aussi à ta question dont tu parlais tout à l'heure avec McDo. C'est genre, est-ce que j'accepte de travailler et de faire ce travail sur mon ego, prenons, parce que j'ai besoin, par exemple, d'argent, tu vois. Mais ce qui est intéressant dans ton expérience, Laurent, c'est que tu anticipes déjà le travail que tu vas devoir faire par rapport à l'orgueil, parce que tu sais que tu vas être confronté à ça. Ah ouais, clairement. Parce que tu peux te dire ah ouais super, le boulot je le prends, et puis tout d'un coup, en plein milieu du boulot, l'orgueil et t'es confronté à ton orgueil, et là c'est la claque, parce que tu vas pas gérer. Mais là tu anticipes, tu sais que tu vas avoir un problème avec l'orgueil. Ouais. Et donc ça va te permettre de te préparer et d'être bien préparé pour le travail. Ouais, c'est ça qui est vachement important c'est l'expérience qui amène ça, parce que on me proposerait ce boulot il y a on va dire il y a 10-12 ans. Je l'accepterais genre je fais tout, donnez-moi tout, je fais tout, je m'en fous, en me disant que j'arriverai à faire plier tout le monde, tu vois. Et je sais très bien que ça va jamais se passer comme ça maintenant. Je le sais maintenant parce que t'as identifié le sentiment auquel tu vas être confronté, et là tu te prépares, donc c'est bien, c'est génial. C'est en ça, c'est ça l'intérêt de connaître exactement les sentiments négatifs auxquels on est confronté, pour pouvoir un peu anticiper et pour pouvoir de temps en temps trouver des solutions, et de se dire que bah ouais, ça existe, on va pas y échapper, il faut juste s'y préparer, quoi. Ouais, cet épisode va devenir une cartographie pour les créatifs, comme ça vous pourrez vous repérer en fonction de ce que vous ressentez. Ah ouais, Claude, Laurent et Jérémy, on avait parlé dans les Clauderies, là, hop, on peut naviguer. Être aware, les gars, être aware. Et c'est important, voilà, de remettre en avant ta petite phrase, et je la lis, parce que j'ai le PDF devant les yeux. La réalité se charge de nous remettre à notre place. Et ça, je pense que voilà, c'est la plus grande leçon qu'on peut avoir sur le travail de l'ego. Ouais, c'est vrai. Pour l'ego, c'est vrai. Allô, ici le Patate Club. Et nous interrompons quelques secondes cet épisode, car si vous êtes encore là, ça veut probablement dire que cet épisode vous plaît. Et si Sens Créatif vous plaît, vous pouvez aussi nous aider en nous soutenant financièrement sur Patreon. Cela vous donne accès au Patate Club, la communauté des artistes qui te donne grave la patate, mais aussi au Discord Sens Créatif, qui est gratuit et ouvert à tous. Mais si vous rejoignez le Patate Club, vous aurez accès à l'entièreté de cet outil qu'on a imaginé pour permettre aux créateurs et créatrices d'échanger quotidiennement sur leurs pratiques, leurs explorations, leurs ressentis, et de mutualiser leurs expériences. Rejoindre le Patate Club, c'est aussi accéder
accéder aux rencontres régionales, aux ateliers en ligne, aux projets collaboratifs, aux épisodes bonus, aux portfolio reviews, bref, à tout un écosystème créatif pour vous accompagner dans votre vie d'artiste. Et si vous hésitez, vous pouvez aussi tout simplement nous soutenir financièrement parce que vous aimez ce podcast et que vous aimeriez nous aider à le produire. Ça se passe sur patreon.com/senscreativepodcast ou sur patatclub.com. D'avance, on vous dit un grand merci. Allez, retour à l'épisode. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on avait alors je reprends la liste. Bon, vous avancez là les gars, avancez. L'impatience. T'es impatient toi là. Voilà. Il a fait exprès. Il est trop fort, c'est un teaser. L'impatience. Voilà. Alors l'impatience, c'est pas un sentiment. En tout cas, J'ai trop aimé vos têtes pendant 5 secondes. Non mais ça a marché, Qu'est-ce Jérémy, qu'il ça a fait marché. Genre, ça va pas la tête comment il nous parle là. J'en ai marre, je me casse. Bon allez, on passe à autre chose. Vas-y. Jérémy veut tout et tout de suite. C'est ça. Ouais, l'impatience. Le beurre et l'argent du beurre. L'impatience. Ouais, Oh non, j'allais. L'impatience. Alors c'est pour moi, c'est pas un sentiment très prégnant. Voilà. Il existe, mais c'est pas un truc qui m'handicape. C'est un truc, je suis confronté. Voilà, dès que je commence un nouveau projet ou un nouveau une formation, j'ai envie tout de suite d'arriver au top et voilà, tu vois, par exemple cet été j'ai refait mon site internet, je me suis donné une semaine pour le refaire de A à Z et j'étais impatient dès le premier jour comme si je voulais le finir tout de suite le premier jour quoi. Il y a une forme d'impatience, mais j'accepte pas d'être confronté à l'incompréhension, à devoir chercher, mais c'est normal en fait. On peut pas trouver tout de suite, et donc il y a une forme d'impatience. On peut peut-être parler du biais tout de suite avant d'aller plus loin dans l'exploration de la patience. C'est parler justement du biais de l'iceberg, c'est-à-dire on voit toujours que le sommet de l'iceberg, on voit jamais ce qui est sous l'eau, et c'est le cas par exemple quand on regarde le parcours d'une personne ou ses réussites, alors à moins d'avoir été écouter des podcasts et de peut-être d'avoir discuté avec la personne, on ne sait pas, on ne connaît pas ses échecs, on connaît pas ses erreurs, on ne sait pas les emmerdes qu'elle a dû essuyer pour réussir, pour en arriver là, le hasard, les contacts qu'elle a fait, etc. Enfin, tout ça est un gros bouillon, un gros magma de paramètres qui font que un succès se crée. Et ne regarder que les succès, c'est oublier que les succès ont été fondés sur des échecs. Même Elon Musk, on peut critiquer son succès. Est-ce que quelqu'un voudrait avoir le succès d'Elon Musk? Je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, il a fait beaucoup de conneries, il continue à en faire plein. Ouais. Voilà. Et si on regardait que ce qu'il a réussi, on comprendrait pas le personnage en fait pour étudier ce genre de phénomène. Ouais. Oui, on voit que, enfin, on nous montre aussi, Ou Steve Jobs, quelque chose d'un peu plus, voilà. un peu plus sérieux. C'est simple, tu prends dans notre quotidien d'illustrateur, on montre l'illustration définitive, on voit l'illustration définitive. En réalité, avant, moi, il y a eu 20 croquis, il y a eu 5 essais de couleurs. Ce mec est un génie. Non, il a juste bossé. Et donc, en fait, ça prend du temps. Ça prend du temps. Il faut accepter. Ça prend du temps. Tout prend du temps. Et c'est exacerbé par l'accélération du monde. Ce sentiment d'impatience. Donc ça, c'est la faute à Elon Musk là pour le coup. Voilà. Là pour le coup, oui. On l'a dit. Non mais tu vois, comme tout va très très vite, de plus en plus vite, on a le sentiment que on a une impatience. On a une impatience qui se crée par rapport à ça. Moi, je suis clairement impatient. Je sais que c'est un de mes défauts. Et je crois que ça se dévoile encore plus quand je suis en équipe. C'est-à-dire quand quelque chose n'est pas dans mon contrôle, et Laurent fait oui de la tête. Et c'est vrai, c'est pour ça que je suis très indépendant. Je me souviens quand je me suis mis avec Laurent, on dirait qu'on est en couple quand je me suis mis avec Laurent. Non, mais il y avait une amie de Madeleine qui disait ah bon, il travaille avec quelqu'un. J'ai toujours cru que Jérémy était un indécrottable indépendant qui aimait pas déléguer, qui voulait tout faire comme il veut. Et c'est vrai, c'est vrai que quand t'as l'autre, mais que ce soit Laurent ou d'autres, ou pour des projets, quand tu dépends de la personne, te dit qu'elle va te faire ça, elle t'a promis quelque chose, et moi j'ai envie que ça avance. Et donc du coup, je sais que mon défaut aussi, c'est dans ces moments-là, je trépigne, et au bout d'un certain temps, je peux casser quelque chose parce que je vais brusquer, je vais faire en sorte que ça va plus vite.
et je laisse pas le processus se faire. Alors bon, par moment il faut se mettre un petit coup de pied au cul quand même, mais et voilà, l'impatience, c'est voilà ma petite histoire par rapport à l'impatience. Oui. Ah non, mais c'est vrai, c'est complètement ça. Hein. C'est complètement. Oui, il faut se dire que dans ce métier, comme dans tous les métiers, il faut se donner du temps parce qu'il y a rien qui se fait en 2 jours, quoi. C'est l'impression qu'on a, mais il y a rien qui se fait en 2 jours. Il faut se donner du temps. Il faut semer et récolter. Élaborer. Épisode 12 du podcast. Ah bah là pour le coup ça, oui non pour le coup c'est vraiment un lien extrêmement utile. C'est pas que du marketing, c'est-à-dire que l'épisode répond en lui-même à l'impatience. Donc, bon, tout est dedans, tout est dans l'épisode 12. Tout est connecté les amis, tout est connecté. Oula, la vulnérabilité. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus, Claude? Alors la vulnérabilité c'est simple, c'est moi j'ai un sentiment d'être à poil en fait. Je sais pas comment, là, je sais pas comment je veux dire. Ouais, en général. Non. C'est une bonne définition. Mais t'es beau gosse. Non, alors, t'es beau gosse, Claude, on vous rassure, Claude a un hoodie, on ne sait pas ce qu'il a en dessous. Il a... T'as un t-shirt couleur chair, tu vois. Ouais, c'est vrai, ouais. Ouais, non, quand je livre un boulot, quand je monte mon travail, je suis à poil parce que quand on critique mon travail, on critique moi. C'est faux, hein. Ouais. Ce qui est faux. Mais c'est en ça qu'on est vulnérable. Peut-être parce qu'on s'identifie trop à notre travail, justement. On se sent vulnérable oui, parce qu'en fait, on s'identifie à son boulot, alors qu'en fait, ce sont 2 choses différentes. Oui. On peut Exactement. critiquer ton travail, on peut te critiquer toi aussi, mais ce sont 2 choses différentes. Alors, oui. ce qu'il faut préciser, hein, avant d'aller plus loin, c'est que la vulnérabilité, c'est quelque chose qui pendant très longtemps a été considéré comme une extrême faiblesse, notamment du côté masculin, c'est-à-dire que si on montre sa vulnérabilité, eh ben on vaut rien. Et la société, voilà, moderne en fait le fait vraiment très bien ressentir. Et justement, d'ailleurs, on met les femmes dans la case de la vulnérabilité. C'est pour les empêcher aussi d'être fortes. Donc, on est dans ce contexte-là. Et ça fait quand même plusieurs années que beaucoup de personnes travaillent sur le sujet de la vulnérabilité et qui la décrivent comme une force. Jérémy, je pense que tu peux nous en parler un petit peu. Oui, sur le bon, sujet. c'est bon, ouais. Voilà. Non mais vas-y. C'est important d'en parler. Non, j'en ai marre du sujet. Tu veux pas parler du sujet? Passion est vulnérable. Okay. C'est devenu un lifestyle, genre. Ah bah voilà, mais c'est important de le dire. C'est à ça que je voulais ça va presque devenir une excuse aussi. Tu sais, de genre, genre je suis comme ça et genre. À fleur de peau, et parfois on peut se donner des excuses parce qu'on est vulnérable, parce qu'on se rend vulnérable, alors que par moment, bon, comme tout, hein, c'est une histoire. Oui, alors après il y a un piège avec la vulnérabilité. C'est une posture. Voilà, c'est ça, c'est le coup de la posture. C'est-à-dire, tu peux te mettre en avant tout le temps. Ah ouais, mais moi, je suis vulnérable. Après, les gens vont te considérer comme quelqu'un de vulnérable. Je sais pas comment te dire ça, mais c'est une sorte de piège. On est tous vulnérables, mais il y a des moments pour être en puissance et des moments pour être vulnérable. Et en fait, c'est important de pas avoir peur de sa puissance et pas avoir peur de sa vulnérabilité et d'être de nouveau en confiance entre les deux. Mais c'est vrai que voilà, quand on se sent souvent vulnérable dans les métiers créatifs parce que ça vient du beat, ça vient de notre trip. On a l'impression de se. Moi, je me suis en vrai, pour vraiment faire une petite boucle quand même sur le sujet et prendre la perche que Laurent m'a tendue. Ah merci. Tu vois, j'ai fait deux travaux d'écriture, un petit peu les fanzines sur le sujet. Et en fait, j'ai voulu aller plus loin. C'est pour ça que je me suis mis à faire du podcast parce qu'en fait. Quand tu fais de l'écriture ou même du dessin, tu peux reprendre ton trait un million de fois, le texte, tu peux l'éditer 1 million de fois. Le son, les discussions, en tout cas telles que je les avais fait, je l'ai fait sur Sens Créatif, c'est quasi uncut. Hein. Ben, c'est comme, je dis tout le temps, c'est comme un vinyle qui crépite. T'entends les hésitations, t'entends l'émotion de la voix, t'entends le timbre de la voix qui est parfois difficile à entendre. Et pour moi, c'est vraiment un exercice d'acceptation de soi et de vulnérabilité où tu te sens exposé. Mais c'est ça qui est beau, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, on se connecte plus les uns aux autres quand on se rend vulnérable, quand on arrête de porter un masque, quand on montre qu'en fait qu'on est
comme tout un chacun, fragile et fort à la fois. Et je sais pertinemment, je me souviens que les 2-3 premiers épisodes, donc ça inclut le tien, Claude, hein, vu que tu étais épisode 2 de Sens Créatif, quand ils sont sortis, je me suis vraiment senti à poil. Et en fait, ce qui était formidable, c'est que dans l'exercice de s'exposer, quand tout ce qu'on te renvoie, c'est genre ah ouais, waouh, ça fait du bien, merci, c'était super. Alors que moi, j'avais l'impression d'avoir dit des grosses conneries. Moi, pendant très longtemps, au moins pendant 1 an et demi, à chaque fin d'interview, je me disais ah, j'aurais pas dû dire ça comme ça, j'aurais dû dire ça, j'aurais dû me la fermer là. C'était tout le temps moi qui faisais mal et l'autre personne c'était super, tu vois. Et au bout d'un certain temps, en fait, tu t'habitues justement. C'est pour ça que je fais la boucle avec le lifestyle. Au bout d'un certain temps, ça devient une habitude et tu te rends compte que les choses qui étaient des big deals pour toi, les choses que tu n'aurais pas dû dire ou que tu aurais dû dire ou que tu as été maladroit ou je sais pas quoi, mais ça fait partie de toi et c'est très bien et personne ne t'en tient rigueur en fait. La plupart des gens, excusez-moi du terme, ils s'en battent les couilles. Et donc du coup, en fait, quand tu te rends compte que les gens, ils s'en fichent et que en fait, ce que tu fais est suffisant, you are enough. C'était un texte que j'avais écrit. C'est cool. Donc c'est presque reprendre aussi sa juste place de tu es suffisant. Donc et on en revient à ce dont on a parlé dans les Clauderies numéro 2, c'est du mieux qu'on peut. C'est une histoire de pas péter plus haut que son cul et en même temps pas donner moins que le mieux qu'on peut en fait. Et là, tu es dans une posture vulnérable et de don et de générosité. Et quand tu te mets dans cette posture-là, ça ne peut que te revenir, en fait, d'un point de vue positif. Et si on te fait des retours sur ce qui est négatif, vu que tu t'es rendu vulnérable, c'est genre, tu peux l'accueillir. T'es pas là avec un bouclier à prétendre que t'es badass ou que t'es parfait. C'est genre, t'es dans l'accueil, en fait. Et tu ne peux qu'avancer quand t'es dans l'accueil. Oui, je suis d'accord. Alors après, il y a la vulnérabilité, pardon. Il faut aussi s'en méfier, c'est-à-dire ne pas l'afficher systématiquement en disant « Regardez, je suis à poil, regardez, c'est là qu'il faut viser. » Parce que pour le coup, tu te rends... faut pas trop s'exposer, c'est ça que je veux dire. Excuse-moi, Claude, est-ce que quelqu'un fait ça? Ouais, je peux pas te donner de nom. Il y a des gens. Non mais raconte. Non mais j'ai eu la tentation. tentation. Mais dis-moi vraiment comment les gens font, parce qu'en fait c'est quelque chose qui me. C'est-à-dire que c'est des gens qui mettent en avant leur fragilité. C'est-à-dire que c'est un souci. Ça ah oui, bien sûr. Pourquoi? Attends, parce qu'il y a deux postures possibles. Parce que j'aimerais bien parce que justement c'est un sujet qui est quand même très complexe. Il y a deux postures possibles. Il y a la personne qui va faire ça de façon complètement inconsciente et qui justement va être en danger, va se mettre en danger parce qu'elle a absolument aucune conscience qu'elle montre tout le temps sa vulnérabilité, donc ses points faibles. Là, vraiment dans un truc de non-stratégie totale. Par contre, il va y avoir la personne qui va utiliser sa fragilité constamment pour la mettre en avant, et derrière il y a une stratégie quand même assez conscientisée, assez forte, qui fait qu'elle va en tirer quelque chose. Tu parles de quelle posture? Je parle des gens qui le font peut-être inconsciemment et qui vont générer. Alors, ils vont obtenir des choses grâce à ça. Ils vont obtenir de la compassion, de la pitié, et tu vois, des choses comme ça qui vont le nourrir si tu veux. Mais par contre, il va y avoir le revers de la médaille, ça va être que tu vas pas faire envie, quoi. Tu vas pas faire envie. Enfin, je veux dire, tu vas dire merde, courage. Bravo. Ah oui. Et par contre, on n'a pas envie d'être à ta place, quoi. Et puis, on n'a pas non plus envie de bosser avec toi parce que tu es le porte-étendard de la faiblesse ou je sais pas quoi, où tu t'exposes trop et pour des gens malveillants, il y en a. Hein. Il faut arrêter d'être bisounours. Il y a des gens qui vont appuyer là où tu t'exposes, là où ça fait mal, là où tu vois. Ouais. Et c'est mon agent. Je reprends une expérience que j'ai vécue quand j'ai eu mon accident. J'ai eu la tentation de parler beaucoup de ça, de mon accident, de ce que je vivais dans mes créations que je postais. Et mon agent un jour il m'a dit écoute, faut arrêter là parce que en fait tout le monde applaudit, tout le monde te dit bravo.
t'as pas de chance, tout ça. Par contre, ça fait pas envie, quoi. Tu fais pas envie, en fait. Et toi, ton métier, c'est pas... Ou alors tu écris un livre. T'écris un livre et tu parles de ton expérience. Ah, puis tu vois, là, tu boucles cette boucle. Tu vois. Et si les clients commencent à voir le mec handicapé, le mec qui a plus de jambes, le mec... en fait, tu vas pas faire envie, quoi. Moi, mon métier, c'est quand même de répondre à des commandes et de gagner ma vie comme ça, tu vois. Donc, quelque part, sans faire de jeu de mots, je me tirais une balle dans le pied, quoi. Voilà. Ouais. Il est beau quand même. Tu vois la posture, c'est tu mets en avant ta vulnérabilité, ton problème, alors j'ai eu énormément de soutien grâce à ça. Mais oui, tu vois, il y a une justesse à avoir dans le marchandage de la vulnérabilité. Ouais. Voilà. Et tout dépend aussi du métier que tu fais. Par exemple, exactement. Ici, on parle notamment beaucoup professionnel. Donc, du coup, il y a la posture de l'illustrateur ou l'illustratrice de commande. Mais supposons que tu étais un écrivain, par exemple, qui traite des sujets viscéraux. Ben, là, c'est presque devoir professionnel que de te mettre dans quelque chose de sensible. Et donc, du coup, tout est dans et je pense soulever un sujet peut-être intéressant, là. Le mec qui s'auto-congratule à l'avance. Mais c'est que, on mélange un petit peu tout. Enfin, avec les réseaux sociaux, notamment, et je refais une boucle. On est d'un côté, des artistes de commande. De l'autre, on est censé avoir une posture d'auteur ou d'autrice. Et aussi, on est censé montrer les coulisses. Et aussi, du coup, c'est important de désacraliser. Donc, on montre que c'est pas toujours facile. Mais en même temps, quand on fait ça, on donne pas envie. On se dit, c'est important d'être un petit peu transparent et donc, du coup, il y a une sorte de magma, je trouve, qui est lié aussi à une forme de marketing, qui est du coup, qui brouille les pistes. Et je trouve que c'est assez difficile de s'y retrouver parce que c'est comme si on nous demandait tout le temps d'être professionnel mais honnête, authentique mais pas trop, de s'exposer mais pas trop, et donc du coup on en revient à un sujet de la justesse et c'est genre fuck, comment on fait pour trouver ce juste milieu et qui probablement n'existe pas de toute façon. Oui, bien sûr. Oui. Je peux parler de mon expérience. Je pense que les deux se travaillent en même temps, c'est-à-dire la force et la vulnérabilité. Voilà. C'est vrai. Et c'est exactement. Vous avez 2 heures. Non, bon là pas du tout. Je vais même faire 105 minutes. Le jour où j'ai poussé la porte d'un dojo, je suis allé sur un tatami, j'ai compris ma douleur, quoi, direct. J'ai compris que c'était ça. J'ai compris que voilà, si tu voulais être fort, j'allais devoir pleurer sur un tatami. Et je l'ai compris dès la première semaine. Et au final, j'en suis ressorti extrêmement fort. C'est-à-dire que j'ai je me sens implacable et c'est pas pour ça que j'ai un problème avec la vulnérabilité du tout. Moi, j'ai aucun problème à pleurer, j'ai aucun problème à me retrouver dans des situations pourries. Il m'appelle souvent pour pleurer au téléphone, hein, Laurent, vous le savez pas. Je l'ai jamais fait. Non, mais je l'ai jamais fait. Non, c'est vrai. Et je serais pas opposé. J'ai quand même ma petite pudeur. Mais en tout cas, j'ai pas de souci à le dire que ça m'arrive de pleurer. Et mais le truc derrière, c'est que ce travail combiné, il est surpuissant. Il est vraiment bien parce qu'il fait du bien, parce qu'il équilibre énormément. Si vous avez une pratique comme ça qui vous amène à travailler à la fois les deux, bingo quoi, ça va vous faire gagner beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et puis un travail sur vous-même formidable quoi. Voilà, moi je peux qu'encourager ça quoi. C'est vrai. C'est pour ça que je suis peut-être un peu naïf et pur sur le sujet, c'est que pour moi c'est hyper naturel, c'est super logique d'être à la fois fort et vulnérable. C'est-à-dire je n'utilise pas là, on peut pas échapper. Ouais. Comme tous les autres sentiments, pour moi c'est logique. Vulnérable, il s'agit pas d'être des robots qui en ressentent rien. Non, on a tous tu peux pas être un bon guerrier sur le champ de bataille si déjà tu t'es pas entraîné et si t'as pas cette vulnérabilité qui va faire que c'est ça qui va te permettre de survivre. Et je prends exprès cet exemple-là parce qu'il est extrêmement parlant, mais vous l'appliquerez à ce que vous voulez dans la vie, quoi. Mais en gros, c'est ça. Il faut avoir cette balance, ce qu'on appelle en japonais le l'ura et le mote, c'est-à-dire la face lumineuse et la face ombre des choses. Et quand on a fait cette exploration-là, je pense que ça résout le problème de la vulnérabilité énormément. Voilà. Mais c'est de l'entraînement, c'est des années de travail sur soi. Mm-hmm. Et effectivement, la société, elle est implacable. C'est clair. Bon, du coup, alors, après, on the next one, temptation. La tentation. Qu'est-ce que tu appelles la tentation, Claude ?
La tentation, c'est pas le sentiment le plus désagréable, mais bon, c'est pas le plus handicapant dans notre profession, mais on est quand même beaucoup tenté de pomper, de suivre les mouvements, on est des sortes d'éponges quelque part de ce qui nous entoure. Et moi, ça m'est déjà arrivé. Alors, je vais te couper direct. Et c'est quoi la différence entre l'envie et la tentation? Ah bah l'envie, c'est le sentiment que tu ressens face au succès d'un autre, par exemple. La tentation, c'est de dire ah ouais, ça marche, je vais le prendre. Et tu le prends. Alors, vous l'avez pas vu, il a fait une petite tête un peu mystérieuse comme ça. Ouais. Genre, il va falloir que je trouve un tu vois, t'es tenté de suivre, par exemple, on voit les tendances graphiques, tu vois, tu vois les trucs qui marchent. Mm-hmm. Et puis, tu vois les gens qui sont en gouffre derrière, derrière, il y a la tentation de pomper, quoi. Enfin, de suivre le truc, toujours copier, jamais égaler. Voilà. Moi, ça m'est arrivé de pondre une illustration inconsciemment et de me dire, en fait, j'ai pompé l'illustration d'un autre, mais sans m'en rendre compte, c'est inconscient. J'ai vu l'illustration 3 jours avant, je sais pas quoi, ça répondait à mon besoin, et quand je dessine le truc, et tout d'un coup, je me dis, ah mais non, mais en fait, t'as pompé le truc d'un mec, t'as vu il y a 3 jours, quoi. Ouais. C'est inconscient. En fait, tu veux dire qu'on peut être tenté sans en avoir envie. Ouais, exactement. Il faut être aware, les gars. Il faut être aware pour ça. Non. La tentation. T'as envie de faire. Moi, je vois dans les illustrations de certains des éléments pompés chez des artistes peintres, des trucs comme ça. Oui. Donc il y a eu la tentation. Et quand on a une bonne culture graphique, je me souviens il y a quelques années, j'avais fait une illu dont j'étais très fier et je te l'avais montré, Claude, et tu m'avais dit ah ouais, ça fait un peu comme truc bidule, et j'étais genre ah mais ouais, grave. En fait, j'étais vachement dans le travail de cette personne pendant cette période. Et vu que toi et moi, on est un peu dans la même famille graphique, hein, si on peut dire ça comme ça. Et vu du coup, on a un peu les mêmes goûts, la même esthétique, les mêmes références. Et donc du coup, on peut un peu plus repérer, genre ah oui, bon Et après, bon, je trouve important que c'est important quand même un chouille de se lâcher la grappe avec ça, dans le sens où, notamment pour les personnes qui débutent, que c'est normal au début de se nourrir, de copier, de pomper avec parcimonie, si je peux dire ça. Il y a une différence entre avoir une inspiration passagère ou un élément qu'on recycle à être une pâle copie. Moi, j'ai déjà vu. Il existe des illustrateurs ou des illustratrices qui sont vraiment la copie un peu cheap de tel rockstar de l'illustration. Et là, ça craint du boudin, quoi. Tu vois la pub, tu te dis, waouh, ça c'est du. Allez, pour l'exemple, ça c'est du Jean Julien, parce que ça m'est arrivé. Et puis tu t'approches, tu regardes les petits crédits, et tu dis ah bah non, c'est truc bidule, et tu te dis c'est chaud parce que c'est exactement la même technique que Jean Julien, et ça c'est bof, quoi. Et tu te rends compte que ça existe aussi, que certains agents ou certains artistes peuvent pas se payer le Jean Julien, donc du coup ils vont chercher le Jean Julien bis. Ouais, alors ça m'est arrivé X fois. Ça m'est arrivé X fois à l'époque où eBoy, donc si vous connaissez pas eBoy, vous savez eBoy dans Google, vous allez dire ah oui, c'est ça. eBoy sont les pixel artists qui ont fait notamment toutes les grandes illustrations qui représentent une ville entière, donc il y a eu Tokyo, Paris, Los Angeles, tout ça. Et à l'époque donc ils étaient extrêmement ils avaient le vent en poupe, quoi. C'est vraiment tout le monde voulait du e-boy, chaque marque voulait du e-boy. Je crois qu'ils avaient un carnet de commandes qui s'étalait sur 3-4 ans à l'avance, un truc de ouf. Et forcément, si on pouvait pas se les payer ou qu'ils avaient pas le temps, on allait voir les autres pixel artistes. Et moi, ça m'est arrivé plusieurs fois que des agences contactent Nicolas chez Illustrissimo pour lui demander est-ce que votre pixel artiste il peut faire du e-boy, quoi. Et quand je recevais les briefs, on me montrait des images d'e-boy, quoi. Donc à un moment c'est chiant parce que tu es obligé de faire la pédagogie auprès des gens en leur disant mais si vous pouvez pas vous payer e-boy, vous allez vous payer Laurent Bazar, mais Laurent Bazar fait du Laurent Bazar, il fait pas du e-boy. Ouais. Ça c'était ma position claire et nette. Mais forcément, je faisais aussi de l'isométrique, je faisais aussi des univers urbains et forcément j'étais influencé par e-boy. Donc les gens voyaient
C'est-à-dire que je peux aussi moi faire mon artiste hyper radical, mais les gens voyaient aussi chez moi ce potentiel-là. Donc c'était normal quelque part qu'ils me demandent justement peut-être de faire cet effort-là. Donc c'est toujours, il y a la tentation, elle vient pas seulement de nous, elle vient aussi du fait accompli. C'est-à-dire qu'on on nous apporte les choses et on nous dit bah voilà, vous allez être payé tant, il faut juste faire ça. Bah oui, la tentation elle est là, elle est totalement là. C'est-à-dire, et qu'est-ce qu'on accepte qu'est-ce qu'on accepte dans le feu de l'action et qu'on va regretter plus tard. Il y a tout ça, il y a tout ça à gérer, c'est pas évident quand on débute parce que c'est hyper tentant. Et je vais jouer sur les mots, c'est hyper tentant d'accepter les boulots à n'importe quel prix. Ouais. Et peut-être qu'il faut faire cette expérience-là. Peut-être qu'il faut être tenté et peut-être se planter, de se gaufrer et de le regretter. Je pense que c'est même c'est plus pernicieux de tenter et de réussir. Si on tente et qu'on réussit, on sera tenté à nouveau de tenter. Alors que si on a tenté et qu'on en retire vraiment une mauvaise expérience, on se dira ouais ok, ça c'était vraiment la limite et ça je n'accepte plus de le faire. C'est pas mes conditions, c'est pas ma vision du monde, c'est pas ma vision des choses, etc. quoi. Mais voilà, c'est quelque chose auquel on est confronté. On peut être confronté dans une carrière complètement. Moi, j'ai un truc aussi sur la tentation. Alors ça, c'est l'autre aspect, c'est que moi, quand je parlais de la tentation au départ, c'est ma tentation personnelle de Laurent et Jérémy, on est partis sur des trucs de m'approprier le travail d'un autre et ça m'arrive plein de fois dans ma carrière d'avoir une espèce d'engouement pour un illustrateur ou une illustratrice que je suis. Et ça change tout le temps, hein, tous les 3 mois, tous les 6 mois. Et en fait, la tentation d'aller chercher chez lui le truc qui me séduit, tu vois, la couleur ou je sais pas quoi, le trait. En fait, j'ai trouvé la parade à ça, c'est que je prends un carnet de croquis et je recopie le travail de l'illustratrice ou de l'illustrateur dont je suis tenté de m'approprier le truc, quoi. Et tu ressens en recopiant, je m'approprie le truc, mais pas pour pas pour la commande, pas pour et je le montre pas, ça je le garde pour moi. C'est-à-dire que tout d'un coup je conscientise le travail et du coup comme je l'ai conscientisé en passant du temps à le recopier, bah si jamais ça intervient inconsciemment dans mon travail, je le vois tout de suite. Eh ouais, t'as anticipé. J'ai anticipé le truc. C'est le postulat du livre Steal Like an Artist, voler comme un artiste. Ouais. Je me souviens plus exactement d'Austin Kleon, mais justement, il parle du fait de ne copiez pas, mais réappropriez-vous le travail de l'autre, genre digérez-le. Genre, faites pas juste une pâle copie, en fait. Voilà, il y a pas de honte, à aller sur les sentiers de quelqu'un, puisque, depuis, que l'humanité existe, la créativité, elle en a fait du chemin. Donc, vous allez forcément refaire quelque chose qui a peut-être déjà été fait. Mais quelque part, voilà, le livre d'Austin Kleon, il vous guide, en fait, vers ça, vers cette idée de se dire, en fait, le recyclage, il peut être fait intelligemment et il peut être même vecteur de créativité derrière, parce que vous pouvez amener vraiment de nouvelles choses. Ouais. Il y a des sujets qui n'ont pas été explorés à fond et ça rien ne crée, rien ne se crée, tout se transforme. C'est ça. Exactement. Tout se transforme. Et il faut savoir que les grands peintres comme Cézanne ou des peintres comme ça, ils passaient leur temps au Louvre à recopier les maîtres de la Croix, etc. Hein. Bah oui. C'est-à-dire qu'ils pompaient, ils s'appropriaient le travail des maîtres. Et ensuite, quand tu vois ça faisait Cézanne, partie de la pratique à l'époque. Hein. C'est-à-dire que voilà, il fallait, je veux dire, tout le monde le faisait, il fallait le faire. C'est quelque chose qui s'est perdu avec justement cette injonction de faut pas copier. Oui, et le faut pas copier, on le dit aux enfants. Moi, mon fils, je lui dis tout le temps, mais copie, vas-y, décalque. Je ramène des feuilles de calque, décalque, table lumineuse, prends la table lumineuse, décalque, apprends à dessiner. Et je pense que ça, quand on le fait, quand on est petit, moi je l'ai beaucoup fait. Hein, j'adorais décalquer, genre. Ça me faisait vraiment kiffer. Je pense que c'est vraiment un super apprentissage pour la suite. Là, c'est vrai qu'actuellement, j'ai plus besoin de copier ou quoi que ce soit. Ça m'arrive de temps en temps quand j'ai pas d'idée en pixel art. Je vais sur Google Images et puis je tape machin chose en pixel art. Ça va me sortir des idées. Je dis tiens, ils l'ont fait comme ça. Voilà. Mais j'ai plus
j'ai plus ce sentiment de honte que j'avais à l'époque quand j'ai commencé le pixel art et où je me comparais peut-être à la demi-douzaine d'artistes européens qui étaient vraiment très très forts. Là voilà, c'est bon, je pense que j'ai passé ce cap-là. Mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure, on est obligé de le ressentir à un moment, cet effet stylistique de tentation de copier les choses, quoi. C'est logique. Mais plus on fait petit, je pense, plus on se dédouane et plus on le digère correctement et on en fait quelque chose on en fait un outil, quoi. Après. J'ai presque envie de dire copier comme des oufs, parce qu'au bout d'un certain temps, ça va vous dégoûter, en fait. C'est censé, tu te dis, mais c'est pas moi, en fait. Genre, allez-y franchement, et puis dégoûtez-vous une bonne fois pour toutes. Dans des moments d'urgence, j'ai récupéré des éléments pixel art qui étaient pas de moi et je les ai légèrement transformés. Le loser. Ah non, c'est bon, on arrête là. On arrête là. Mais parce que voilà, c'était une question vraiment des questions d'urgence, quoi. Mais ce que je fais, c'est qu'à chaque fois, je fais vraiment l'effort de tout refaire, changer les couleurs, de changer les formes, etc. Parce qu'après, je m'en rendrais malade d'avoir piqué un élément à 100% de quelqu'un. C'est un truc. Je voudrais pas qu'on me le fasse, donc je veux pas le faire non plus, quoi. Ouais. Non, faut copier, faut pomper, faut plagier, mais pour soi, dans des carnets, voilà, c'est formateur, hein. Tu t'appropries, tu comprends comment le type il a construit son tableau, comment il a construit, voilà, c'est formateur. Voilà. Mais là, faut juste placer le curseur entre copier pour toi et puis plagier pour la commande, etc. quoi. C'est la justesse, les copains, la justesse. Voilà. Et le 8e péché, le pire. Le pire du pire, le boss final, celui que vous ressentez tous, celui qui vous file les pétoches constamment et qui vous sclérose sur place. Alors vous nous écrivez sur Sens Créatif et vous nous dites quel est le boss final. On se retrouve la semaine prochaine pour 36-15 Sens Créatif. Ouais. Alors on va tuer le suspense. On va parler de la peur. La peur d'échouer. Oh c'est là ça. Non. La peur de réussir aussi. Non. Parce qu'on parle de la peur d'échouer, mais il y a la peur de réussir. Ouais, la peur de réussir. Non, mais en fait, la peur d'échouer, c'est des conneries. La vraie peur, c'est la peur de réussir. Ouais. Le besoin naturel de sécurité. Le petit cocon dont on parlait au début. C'est ça, on est bien. Quand on va réussir, qu'est-ce qui va se passer? Tout va changer. Le monde va complètement se transformer quand on aura réussi. Donc, c'est mieux d'échouer. C'est plus facile. Ah, puis ça nous conforte dans notre place ouais, j'en étais sûr, ça marche jamais. Voilà, c'est la preuve. J'avais raison, l'ego. J'avais raison. C'est mon milieu social. Ouais, c'est ça. Ouais, on peut se trouver des excuses, des tonnes d'excuses. Ouais, donc alors la peur, on l'a déjà dit 40 000 fois, mais la peur, elle peut être à la fois paralysante, elle peut être à la fois motrice. La peur, c'est le sentiment primitif par excellence. C'est ce qui fait que l'homme s'est développé, il a survécu et il a trouvé des astuces pour échapper au danger. La peur, c'est le signal d'alerte, quoi. C'est à un moment, quand on a peur, il y a quelque chose qui se passe en nous qui nous fait dire attention, quelque chose d'important va se passer. C'est peut-être tangible, peut-être que c'est complètement irrationnel, mais c'est le moment de t'en inquiéter. Et quand on se retrouve dans ce moment-là, il faut avoir en fait un petit peu comme un pilote de chasse. Il faut avoir une liste en fait d'actions à accomplir pour gérer, parce que la peur elle nous sort de quelque part de notre stratégie naturelle. Elle nous met face à des choses imprévues, des choses qu'on fuit, des choses qu'on veut pas affronter. Et si on n'a pas ce petit outil de se dire tiens, A je fais ça, B je fais ça, C je fais ça, D je fais ça pour gérer ce qui va arriver, et on panique. Et on perd pied et puis on s'enfuit en courant, voilà, ou on se cache sous nos draps. Voilà, c'est pour rappeler un petit peu le processus de la peur. Ça se passe comme ça. Et pour faire le lien avec ce que tu disais tout à l'heure par rapport aux besoins, souvent, moi, quand j'ai peur de quelque chose, a priori, souvent, ça tape dans un besoin.
Et du coup, ça me fait mal au ventre. Et du coup, ça m'indique que c'est la bonne direction à suivre. Ouais, c'est ça. Voilà, Il y a un livre, un truc qui nous met pas en danger, en général, on n'aura pas peur. Voilà. Ouais. Oui, voilà. Mais tu vois, il y a un livre que je n'ai pas lu, mais que j'ai dans ma bibliothèque et que le titre me suffit, c'est L'obstacle et le chemin. Et donc, du coup, c'est genre, si tu flippes, c'est qu'il y a probablement quelque chose à aller chercher, en fait. Donc, moi, quand on me dit j'ai peur, je dis, c'est super! Non, c'est désagréable. Oui, mais ça indique que t'en as pas rien à foutre, que c'est important et que probablement ça... Faut creuser. Faut creuser. Voilà. Et il y a beaucoup de gens qui abandonnent à ce moment-là, mais autant y aller franchement. Je vais revenir sur ce que j'ai dit au début, parce que je l'ai dit un petit peu en blagounette, mais pour moi, la peur d'échouer, c'est une provocation ultime. Pour moi, la peur d'échouer n'existe pas. C'est la peur de réussir vraiment qui fait qu'on perd les pédales, quoi. C'est vraiment là. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est ce qu'on disait, c'est-à-dire que si on échoue, en fait, on reste au point où on est. Il y a rien qui bouge, c'est l'inertie. Donc, c'est une peur excuse. Alors que la peur de réussir, c'est une vraie peur. Parce que la peur de réussir, elle va nous mettre dans la zone de l'inconnu, la zone qui n'a pas été explorée. Et on ne sait pas ce qui va se passer, c'est-à-dire que l'être humain est une machine capable de s'adapter. Il l'a prouvé à moult reprises, mais aussi c'est aussi un petit enfant qui a peur du changement. Il aime bien sa routine, l'être humain, quoi. Et donc il est confronté à ça. Et voilà, la chape de plomb, l'épée de Damoclès que constitue la peur de réussir est quelque chose qui frappe énormément les créatifs, les artistes et compagnie. Ça, c'est sûr. Ouais, moi j'ai ressenti ça plusieurs fois. C'est quand tout d'un coup t'es contacté pour un gros projet, un truc énorme, tu vois, qui t'es pas confortable, t'es pas et puis t'es en compétition, tu vois. Tu te dis oh non, je veux quand même participer parce que ça serait quand même con de passer à côté, quoi. Et mais il y a de la peur derrière tout ça. Et quand le mec il te contacte, l'agent, ça te dit finalement c'est pas toi qui as choisi. Ah, t'es soulagé. Soulagement. Ouais. C'est quand même complètement con, quoi, parce que t'as super envie de le faire, ça va te propulser dans ta carrière, c'est le super projet, mais quand on te dit non, c'est pas toi, t'es soulagé. Ah, je vais pouvoir me concentrer sur mon projet. Ouais, je vais pouvoir me concentrer sur mon petit truc que je sais faire. Voilà, c'est ça la peur. On peut ressentir, ouais. Après, il y a des moments, j'ai l'impression, où c'est peut-être pas comment dire, j'ai envie de sortir du fait de l'obligation à se challenger en tout temps, tu sais, parce que du coup ça fait qu'on avance constamment, mais il y a des moments où on est quand même, mais vous me nuancez si besoin, mais j'ai l'impression qu'il y a un temps, parfois si on se challenge vraiment sur tous les fronts, on court vers le burn-out. Et il y a des moments où nos circonstances personnelles sont parfois suffisamment challengeantes pour que si on se rajoute encore un challenge justement d'accepter un truc trop gros qui potentiellement pourrait nous faire avancer, mais si on se sent soulagé, c'est peut-être parce que j'ai pas les ressources. Alors bon, ça peut être. Je pense qu'on peut complètement dire le contraire de ce que je viens de dire, mais parce que parfois on peut aussi se complaire. En se disant c'est pas le moment parce que mes circonstances sont compliquées, du coup on n'avance jamais. Ça c'est une espèce de logique aussi que tu mets en place dans le temps, c'est qui devient une excuse, hein. C'est pas là tu parlais plutôt de réagir à un ponctuel, genre de repérer là c'est le bon moment, là c'est pas le bon moment. Oui. Donc comme tu dis, voilà, la peur sert aussi à la survie. Et il y a des moments où en fait ce serait bête d'aller se jeter dans le ravin parce que alors que on a besoin de toi. Il y a un truc tout bête aussi, hein. Échouer, c'est apprendre. Réussir, je sais pas si on apprend quelque chose vraiment, quoi. Regardez les sportifs de haut niveau. Quand ils gagnent une coupe du monde ou alors vraiment un grand championnat, c'est très difficile de rééditer l'exploit et de rester au top niveau. Très difficile de rester numéro 1. C'est clair. C'est très compliqué. Alors que échouer, on apprend tout le temps et les sportifs retournent s'entraîner pour la prochaine compétition parce qu'ils ont échoué, ils ont envie de réussir. Andy, pour de nouveau une fois le citer. Pourtant en plus on se parle plus vraiment beaucoup, mais bon voilà. Andy J. Pizza, à l'époque, il y a quelques années, il disait que beaucoup de gens poussent, vous savez l'image un peu, on est sur une montagne et on pousse le rocher pour arriver en haut, et il y a beaucoup de gens qui se demandent est-ce qu'ils vont réussir à arriver en haut de la montagne et que c'est tellement dur.
Et lui, il disait, là, à l'heure actuelle, moi, j'ai peur de la descente, en fait. Il dit, bah, genre, je suis bien, les choses se passent bien, je suis en haut de ma montagne, et c'est juste le flip que ça redescende, en fait. Et donc, il n'y a pas une situation, tout le monde veut monter, mais voilà. Oui, c'est l'autre aspect, dont je voulais parler, c'est plus on avance, plus on acquiert, plus on possède, et plus on a peur de perdre. Ouais. Et donc plus on devient, comment dire, on prend pas de risque, quoi. On devient prudent. Bah oui. Prudent. Ça, c'est Jacques Brel qui disait, il est urgent de ne plus être prudent. Mais c'est clair. Hein. C'est ce qu'il a fait, Jacques Brel. Il s'est enfui. Il s'est enfui du succès. Il s'est enfui du monde moderne. C'est pas un hasard. Hein. Il a eu besoin de vraiment partir très très loin. Quand on a que l'amour à donner en retour. Il a le droit, il est belge. C'était les 5 secondes belges. Bah oui, ils sont bien ces Belges. Mais oui, c'est tellement à la mode d'être belge, c'est terrible. Tu vois, je peux me complaire dans cette belgitude. Là où avant on m'a toujours fait chier, on s'est toujours moqué de moi, maintenant c'est à la mode, ok. Revendication. Mais c'est vrai que ça peut... Ouais, franchement... T'as fait un hockey à la Jean-Claude Van Damme, là. Ouais, non. Ok. C'est comme ces gars, c'est plus fort. Bon, ça nous reposerait, nous les Français, d'être un peu belges. Bon, c'est toi qui le dis. Ouais, franchement... Mais parfois ça m'enferme, hein. Genre, t'es belge, tu dois être trop gentil. Et je te promets, à des moments, je suis un vrai salaud, quoi. Mais non. Alors cela dit, je crois que Silo ce matin, elle a posté elle a posté une petite note sur ce qui est en train de se passer en Belgique au niveau des droits d'auteur et des cotisations. Ça a l'air quand même très très chambé. Hein. Je pense que là pour le coup, non, je reste en France. Là. Ça a pas l'air cool. Ça a pas l'air. Bon cool. les gars, est-ce qu'on conclurait pas une bonne fois pour toutes cet épisode? On arrive à 1h30. Ah, on a géré. Pas mal. On a fait le tour là. Hein, beau gosse. Ouais, on a fait le tour. Voilà. Donc en conclusion, je sais pas, moi je dirais que chacun ses péchés. Faut les repérer. Chacun se démerde. Chacun son chemin. Chacun sa merde. Voilà. Il faut juste les repérer et voir un peu, se dire que c'est normal et que il faut juste les repérer, les trouver des astuces, des solutions, les anticiper un peu et voilà quoi. Mais par contre, il faut aussi dire que il y a 7 ou 8 péchés pour moi, mais il y a une multitude de points positifs, de sentiments hyper agréables qui m'accompagnent chaque jour. Voilà. Donc on a mis l'accent sur les côtés négatifs, mais faut penser aux côtés positifs. Et tu parlais d'apprivoiser les choses aussi, Claude. Ça veut dire quoi pour toi apprivoiser? C'est l'exemple que tu m'as donné tout à l'heure, c'est-à-dire tu connais ton rapport que t'as à l'orgueil, t'as un boulot qui arrive, tu sais que tu vas être confronté, t'as apprivoisé le truc. Donc tu vas agir en conséquence en fonction de ce que tu sais de ta réaction face au sentiment, quoi. C'est la connaissance de soi. Ah, c'est ça. Ou t'es en face au doute, tu sais très bien que le doute il va passer et que si tu vas prendre l'air une journée ou deux, ça va passer et voilà. Plutôt que de rester sur ta table à dessin ou ta tablette graphique à piétiner, voilà, c'est apprivoiser le truc. Puis je crois que chaque jour, il t'amène une sensation différente. C'est même quand t'as l'impression que t'es sur un bon flow, il y a un jour tu vas avoir un mood horrible et tu dis oh là là, c'est la journée où je vais pas avancer. Pourquoi? Y a pas de raison. Et puis tu peux aussi dans une période complètement de vide ou de flou créatif. Et puis un matin tu te lèves et ça y est, c'est là, il est là. L'inspiration est enfin revenue quoi. Et ça, je crois que c'est pas, c'est difficile à appréhender. Et en fait, c'est comme on dit tout le temps, ouais, c'est ça, faut être aware. Le moment où ça arrive, faut réagir de la meilleure façon possible, quoi. Et avec l'expérience, c'est de plus en plus simple. Indeed. Merci les gars, c'était super. Merci. Voilà. Merci à tous pour votre écoute. Merci Claude pour encore un très bel épisode des Petites Cloderies. Venez nous parler de vos péchés préférés sur le Discord, évidemment. Il y a toujours des gros débats. Venez vous confesser pour filer la métaphore. Soyez vulnérables, on attaquera là où il faut attaquer. Ouais, ça on sait faire. C'est ça. Bon, merci les gars. C'est l'heure de la mangeaille comme à chaque fois.
Donc Ouais. bon appétit à tous et à toutes. C'est une bonne journée. Et on se Ouais, bonne journée retrouve à tous. la semaine Des gros prochaine bisous. pour un nouvel épisode de Sens Créatif. Ciao, ciao. Ciao Claude. Bah les gars, Ciao. dites ciao, ciao. Ciao, ciao. Bye bye. Merci d'avoir écouté Sens Créatif. Si cette émission vous plaît, n'hésitez pas à mettre des étoiles sur vos plateformes de podcast préférées. Vous pouvez aussi partager l'épisode avec vos amis ainsi que sur vos réseaux sociaux. Retrouvez toutes les infos sur le site www.senscreatif.fr ainsi que sur Instagram @senscreatif_podcast. Sur ce, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. En attendant, restez créatifs et surtout, n'oubliez pas, everything is connected.